l'intensification de son caractère de langage, l'histoire de l'art qui équivaut à son individualisation progressive est également son contraire. Le fait cependant que ce nous ne soit pas socialement univoque, ne soit guère le nous d'une classe déterminée ou de position sociale, peut provenir de ce que jusqu'à aujourd'hui il y eut comme art à prétention emphatique que l'art bourgeois. Selon la thèse de Trotsky, il est impossible de se représenter un art prolétarien, mais uniquement un art socialiste. Le nous esthétique est social et global dans l'horizon d'une certaine indétermination, et peut être aussi déterminé que des forces productives et les rapports de production dominants d'une époque, tandis que l'art est tenté d'anticiper une société globale non existante. Son sujet non existant est non seulement l'idéologie, il porte la marque de la non-existence de ce sujet. Les antagonismes de la société restent toutefois contenus dans l'art. Celui-ci est vrai pour autant que ceux qui parlent en lui et lui-même sont scindés, non réconciliés, mais cette vérité lui échoua lorsqu'il synthétise le divisé et le détermine seulement dans son caractère irréconciliable. Paradoxalement, l'art doit témoigner de l'irréconcilié et tendre cependant à la réconciliation. Cela n'est possible qu'à partir de son langage non discursif. C'est seulement dans ce processus que se concrétise son nous. Mais ce qui parle dans l'art est véritablement son sujet, dans la mesure où il parle de lui et n'est pas représenté par lui. Le titre du dernier morceau, incomparable extrait des scènes d'enfants de Schumann, un des modèles les plus anciens de la musique expressionniste, le poète parle, note la conscience de ce phénomène, mais le sujet esthétique ne se laisse vraisemblablement pas reproduire parce que socialement médiatisé, il est aussi peu empirique que peut l'être le sujet transcendant de la philosophie. L'objectivation de l'œuvre d'art se fait aux dépens de la copie du vivant. Les œuvres n'acquièrent vie qu'en renonçant à la ressemblance humaine. L'expression d'un sentiment sincère est toujours banale. Plus il est sincère, plus elle est banale. Pour ne pas qu'elle le soit, il faut se forcer. De la dialectique sujet-objet. L'œuvre d'art devient objective tant que totalement fabriquée en vertu de la médiation subjective de tous ces moments. Le point de vue de la critique de la connaissance, selon lequel la part de subjectivité et de réification est corrélative, se vérifie à plus forte raison sur le plan esthétique. Le caractère d'apparence des œuvres d'art, l'illusion de leur être en soi renvoie au fait qu'elles ont part dans la totalité de leur être médiatisé subjectif, au contexte d'aveuglement universel de réification, au fait que pour parler de manière marxiste, elles réfléchissent à un rapport de travail vivant comme s'il était objectif. L'exactitude par laquelle les œuvres d'art participent à la vérité implique également leur fausseté. Dans les manifestations qu'il expose, l'art s'est tout de temps révolté. Contre cela, et la révolte s'est transformée aujourd'hui en loi de son mouvement. L'antinomie de la vérité et du mensonge de l'art a pu pousser Hegel à pronostiquer sa fin. L'esthétique traditionnelle comprenait le point de vue selon lequel le primat du tout sur les parties a besoin constitutivement de la pluralité et que s'il est imposé d'office, il échoue. N'est-ce moins constitutif le fait qu'aucune œuvre d'art ne satisfasse à ce point de vue? La variété veut en fait sa synthèse dans le continuum esthétique. Cependant, en tant qu'élément déterminé simultanément de manière extra-esthétique, elle se dérobe à elle. La synthèse extrapolée de la pluralité qui la possède potentiellement en soi est aussi inévitablement sa négation. L'équilibre par la structure est obligé d'échouer à l'intérieur parce qu'il n'existe pas réellement à l'extérieur, c'est-à-dire méta-esthétiquement. Les antagonismes non réellement conciliés ne se laissent pas concilier même dans l'imaginaire. Ils agissent à l'intérieur de l'imagination et se reproduisent dans sa propre incohérence, proportionnellement au degré avec lequel ils insistent sur leur cohérence. Les œuvres d'art doivent donner l'impression que l'impossible leur est possible. L'idée de perfection des œuvres, dont aucune sous peine de nullité ne peut se dispenser, était problématique. Les artistes souffrent non seulement à cause de leur destinée dans le monde, toujours incertaine, mais parce que, contraints par leur effort, ils agissent contrairement à la vérité à laquelle ils aspirent. Tant que reste séparé historiquement et réellement le sujet et l'objet, l'art n'est possible que comme art passant par le sujet, car la mimésis de ce qui n'est pas élaboré par le sujet n'est nulle part ailleurs que dans le sujet comme élément vivant. Ce processus se prolonge lorsque l'art est objectivé par son accomplissement immanent qui a besoin du sujet historique. Si l'œuvre d'art espère par son objectivation et en la vérité cachée au sujet, c'est parce que le sujet lui-même n'est pas tout. Le rapport de l'objectivité de l'œuvre d'art au primat de l'objet est brisé.
Cette objectivité témoigne pour celui-ci au stade du sortilège universel qui n'offre plus de refuge à l'en-soi que dans le sujet, tandis que son type d'objectivité est l'apparence réalisée par le sujet de la critique de l'objectivité. De ce monde d'objets, celle-ci n'admet que la membra disjecta. Ce n'est que démontrer que ce monde devient commensurable à la loi formelle. Le génie. Mais la subjectivité, condition nécessaire de l'œuvre d'art, n'est pas comme telle la qualité esthétique. Elle ne le devient que par l'objectivation. Dans cette mesure, la subjectivité dans l'œuvre est extérieure à elle-même et cachée. C'est ce qu'ignore la notion de vouloir de l'art de Hegel. Néanmoins, il cerne un élément essentiel pour la critique immanente, le fait qu'il n'existe rien d'autre en dehors de la qualité des œuvres d'art. Les œuvres, évidemment par leurs auteurs, sont leurs propres critères et selon la formule wagnérienne, la règle qu'elles se posent elles-mêmes. La question de leur légitimation ne se situe pas au-delà de leur réalisation. Aucune œuvre n'est seulement ce qu'elle veut, mais aucune n'est plus sans qu'elle veuille quelque chose. Cela se rapproche beaucoup de la spontanéité, bien qu'elle-même implique précisément quelque chose de non volontaire. Elle se manifeste d'abord dans la conception de l'œuvre, dans la construction qui ressort d'elle-même. Elle non plus n'est pas une catégorie définitive, elle modifie le plus souvent l'autoréalisation des œuvres. Le fait que la conception soit différée sous la pression d'une logique immanente est presque le sceau de l'objectivation. Ce moment étranger au moi, contraire au prétendu vouloir de l'art, est connu parfois, craint aussi bien des artistes que des théoriciens. Nietzsche en a parlé à la fin de Par de là le bien et le mal. Le moment d'étrangeté au moi sous la contrainte de la chose est bien le signe de ce qu'on pense généralement sous le terme de génial. Le concept de génie, si toutefois il faut vraiment en conserver quelque chose, devrait être séparé de cette comparaison grossière avec le sujet créatif, comparaison qui par une exubérance présomptueuse jette un sort à l'œuvre d'art et par là la diminue en faisant d'elle une sorte de document sur son créateur. L'objectivité des œuvres, une épine pour les hommes dans la société d'échange, parce qu'ils s'imaginent et ils attendent qu'elle atténue l'aliénation, est retransposée dans l'individu qui se tiendrait derrière l'œuvre et qui n'est le plus souvent que le masque de ceux qui veulent vendre l'œuvre comme article de consommation. Si l'on ne veut pas simplement liquider le concept de génie comme une survivance romantique, il faut le rapporter à son objectivité historico-philosophique. La divergence du sujet et de l'objet préformé dans l'antipsychologisme de Kant, pratiquement réalisé chez Fichte, affecte également l'art. Le caractère de l'authentique de ce qui engage et la liberté du particulier émancipé divergent l'un de l'autre. La notion de génie est une tentative pour réunir les deux par un coup de baguette magique d'attester sans réserve chez le particulier, dans le domaine spécifique de l'art, l'aptitude à la prédominance de l'élément authentique. Le contenu d'expérience d'une telle mystification est qu'en réalité dans l'art, l'authenticité, le moment universel, n'est plus possible autrement que par le principe d'individuation, comme inversement la liberté bourgeoise universelle devrait être liberté pour le particulier, pour l'individuation. Mais l'esthétique du génie transfère aveuglément et de manière non dialectique ce rapport dans cet individu qui en même temps doit être sujet. L'intellectus archetypus. Explicitement, l'idée dans la théorie de la connaissance est traitée dans le concept de génie comme un fait de l'art. Le génie doit être l'individu dont la spontanéité coïncide avec l'action du sujet absolu. Il est dans ce cas très juste que l'individuation des œuvres d'art, médiatisée par la spontanéité, est en elle ce par quoi elle s'objectivise. Mais le concept de génie est faux parce que les œuvres ne sont pas des créations et les hommes des créateurs. Cela conditionne la fausseté de l'esthétique du génie qui supprime le moment de faire final, de techné dans les œuvres d'art en faveur de leur primitivité absolue, quasiment de leur natura naturans, et par là même donne le jour à l'idéologie de l'œuvre d'art comme quelque chose d'organique et d'inconscient, idéologie qui s'élargit ensuite en flot trouble de l'irrationalisme. Dès le début, l'esthétique du génie, en déplaçant l'accent sur le particulier, bien que s'opposant également à la mauvaise universalité, se détourne de la société en absolutisant le particulier. Mais en dépit de tout abus, le concept de génie rappelle que le sujet ne peut, dans l'œuvre d'art, être complètement réduit à l'objectivation. Dans la critique du jugement, le concept de génie servait d'asile à tout ce que l'hédonisme ôtait à l'esthétique kantienne. Mais Kant a réservé la génialité uniquement au sujet, les conséquences en furent incalculables. Indifférent à l'étrangeté du moi que possède précisément ce moment, qui par la suite fut idéologiquement exploité dans le contraste du génie,
par rapport à la rationalité scientifique et philosophique. La fétichisation du concept de génie, qui commence avec Kant, en tant que fétichisation de la subjectivité séparée, abstraite dans le langage hegelien, avait déjà pris dans les tables votives de Schiller des traits grossièrement élitaires. Le concept de génie devient l'ennemi potentiel des œuvres d'art, avec un regard de côté en direction de Goethe. L'homme derrière les œuvres doit être plus essentiel qu'elle-même. Dans le concept de génie, l'idée de la création du sujet transcendantal est consentie avec une hybris idéaliste au sujet empirique, à l'artiste productif. Cela convient bien à la conscience vulgaire bourgeoise, autant à cause de l'éthos du travail dans la glorification d'une pure création humaine, sans égard pour la finalité, que parce que le contemplateur est libéré de tout effort. On l'endort en lui parlant de personnalité et finalement de bibliographie kitsch des artistes. Les producteurs d'œuvres importantes ne sont pas des demi-dieux, mais des hommes faillibles, souvent névrosés et meurtris. Mais la mentalité esthétique, qui fait table rase du génie, dégénère en artisanat dogmatique et creux en images d'Épinal. Le moment de vérité dans le concept de génie doit être cherché dans la chose, dans ce qui est ouvert, non pas dans ce qui est prisonnier de la répétition. Du reste, le concept de génie, lorsqu'il commença à être en vogue tout à la fin du XVIIIe siècle, n'était encore nullement charismatique selon l'idée de cette époque. Chacun devait pouvoir devenir un génie pour autant qu'il s'exprimait d'une manière non conventionnelle et naturelle. Le génie était une attitude, une pratique géniale, presque une disposition. Ce n'est que plus tard, peut-être aussi en regard de l'insuffisance de la simple disposition dans les œuvres, qu'il devint une grâce. L'expérience de la servitude réelle a détruit l'exaltation d'une liberté subjective en tant que liberté pour tous et l'a réservée au génie comme spécialité. Le génie se transforme d'autant plus en idéologie que le monde est de moins en moins le monde humain et que l'esprit, la conscience du monde, est de plus en plus neutralisé. On attribue en substitut au génie privilégié ce que la réalité refuse, généralement aux hommes. Ce qu'il faut sauver dans le génie est instrumental pour la chose. La catégorie du génial est le plus aisément justifiable lorsqu'on dit avec raison d'un passage qu'il est génial. L'imagination seule ne suffit pas à définir. La chose géniale est un nœud dialectique. Le non routinier, le non répété, ce qui est libre, qui s'accompagne du sentiment du nécessaire, le savoir-faire paradoxal de l'art est l'un de ses critères les plus sûrs. Génial signifie autant que la rencontre d'une constellation subjectivement quelque chose d'objectif. L'instant où la métexis de l'œuvre d'art au langage abandonne la convention comme contingente. Le signe du génial dans l'art est que le nouveau, en vertu de sa nouveauté, apparaît comme s'il avait toujours été là. Le romantisme prit note de ce fait. Le travail de l'imagination est moins la création ex nihilo à laquelle croit la religion de l'art étrangère à l'art que l'imagination de solutions authentiques à l'intérieur du contexte, pour ainsi dire préexistant des œuvres. Les artistes expérimentés aiment par moquerie dire d'un passage « là il devient génial ». Ils stigmatisent une irruption de l'imagination dans la logique de l'œuvre qui de nouveau ne s'y intègre pas. Des moments de cette espèce n'existent pas seulement chez les génies qui le crient bien haut, mais aussi au niveau formel de Schubert. Le génial reste paradoxal et précaire, car ce qui est librement inventé et ce qui est nécessaire ne peuvent jamais véritablement se fondre. Sans la possibilité présente de la catastrophe, rien n'est génial dans les œuvres d'art. Originalité. À cause de ce qui n'avait encore jamais existé, la part de génie fut associée à la notion d'originalité. Génie original. Chacun sait qu'avant l'époque du génie, l'originalité n'exerçait aucune autorité. Pour justifier le non spécifique et le routinier, ainsi que pour dénoncer la liberté subjective, il est facile d'abuser du fait qu'au XVIIe siècle et au début du XVIIIe, des compositeurs réutilisaient dans leurs œuvres des passages entiers tirés soit de leurs propres œuvres, soit d'autres musiciens, ou du fait que des peintres et des architectes confiaient l'exécution de leurs projets à leurs élèves. Cela prouve du moins qu'auparavant, on ne réfléchissait pas d'une manière critique sur l'originalité, mais cela ne prouve aucunement que rien de semblable n'ait jamais existé dans les œuvres d'art. Il suffit de constater la différence entre Bach et ses contemporains. L'originalité, l'essence spécifique de l'œuvre déterminée, n'est pas arbitrairement opposée à la logicité des œuvres qui implique quelque chose d'universel. Elle s'affirme fréquemment dans une complète organisation logique qui dépasse les possibilités des talents moyens. Certes, la question de l'originalité vis-à-vis d'œuvres plus anciennes, voire archaïques, est absurde.
Parce qu'il est vrai que la contrainte de la conscience collective dans laquelle se retranche la domination était si grande que l'originalité qui suppose quelque chose comme le sujet émancipé aurait été anachronique. La notion d'originalité considérée comme élément originel évoque non pas tant quelque chose de primitif que ce qui, dans les œuvres, ne fut pas encore la trace utopique qu'elle recèle. Le nom objectif de toute œuvre eût pu s'appeler l'original, mais si l'originalité a une origine historique, elle est également impliquée dans l'injustice historique, dans la prévalence bourgeoise des biens de consommation sur le marché qui, en tant que biens tous semblables, doivent faire croire à leur nouveauté pour attirer la clientèle. Pourtant, avec l'autonomie croissante de l'art, l'originalité s'est tournée contre le marché sur lequel elle n'a jamais pu se permettre de dépasser une valeur liminaire. Elle est retranchée dans les œuvres, dans le manque d'égard de leur totale élaboration. Elle reste concernée par le destin historique de l'individu dont elle était dérivée. L'originalité cesse d'obéir à ce à quoi on l'associait depuis qu'on y réfléchissait, c'est-à-dire au prétendu style individuel, tandis que les traditionalistes se plaignent entre-temps de la décadence de ce style, défendant en lui des biens conventionnalisés. Le style individuel, arraché pour ainsi dire aux nécessités constructives, adopte dans les œuvres progressistes un peu de cette souillure, de ce manque tout au moins du compromis, raison pour laquelle surtout la production avancée aspire moins à l'originalité de l'œuvre particulière qu'à la production de nouveaux types. Seront désormais originaux ceux qui inventeront ces nouveaux types. Leur originalité se modifiera en soi qualitativement sans cependant disparaître.